Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Patrick Razon, professeur au CPCM. Je suis pharmacien de formation, et, docteur en chimie, et nous allons, au cours de cette séance, dire quelques mots sur les acides aminés et la liaison peptidique. Donc, ce cours ou cette présentation s'adresse ou peut s'adresser à des étudiants qui souhaitent préparer la formation PASS, donc le parcours accès spécifique santé. Elle peut convenir également à des étudiants qui souhaitent s'inscrire en LAS, donc les licences accès santé, ou plus généralement n'importe quelle licence en chimie, biologie ou autre. Donc, il est clair que dans le cadre d'une formation LAS ou PASS, le cours, lui, sera forcément adapté à la faculté où l'étudiant est inscrit. Donc, le cours que nous faisons là, je le précise, est un cours par contre très général, donc avec des choses extrêmement classiques abordées partout. Donc, acides aminés et liaisons peptidiques. Donc nous entrons dans le vif du sujet. Donc le plan, évidemment, je passe sur le plan. Nous allons voir les choses au fur et à mesure. Donc les acides aminés. Tout d'abord, définition pour les acides aminés. Les acides aminés sont donc des molécules biologiques caractérisées par la présence d'une fonction acide. Cette fonction acide peut être un acide carboxylique, c'est le cas le plus classique. Donc, je peux préciser par exemple acide carboxylique. Mais il peut s'agir également d'un acide de type sulfonique. Nous en verrons un exemple dans quelques instants. Bien évidemment, d'autres cas sont également envisageables, ne sont pas forcément abordés à l'université. Dans un acide aminé, on observe également une fonction amine. Le plus souvent, il s'agit d'une fonction amine primaire. Donc, je vous rappelle, fonction amine, la fonction RNH2, donc NH2, fonction amine. Donc, il s'agira ici d'une amine primaire. Particularité, quand les fonctions acides et amines sont portées par le même atome de carbone, on parle d'acide alpha-aminé. Et donc, nous avons ici le schéma classique d'un acide alpha-aminé. Donc, tout d'abord, le carbone alpha, pointé ici. Donc, le carbone alpha porte simultanément la fonction COH, acide carboxylique, et la fonction amine, NH2, comme vous le voyez sur le schéma. Vous constatez que pour un acide aminé, vous avez, d'après le schéma, une fonction ou une partie dessinée en bleu, donc NH2, CH, COH. Il s'agit en fait d'une partie que vous allez retrouver dans n'importe quel acide alpha-aminé. Vous allez avoir une partie rouge, il s'agit de la chaîne R, du reste R, qu'on appelle également chaîne latérale. Donc cette chaîne latérale est extrêmement importante parce que c'est elle qui va conditionner les propriétés physico-chimiques de l'acide aminé. Elle va également conditionner la classification de l'acide aminé. Donc nous verrons dans quelques instants la classification des acides aminés. Concernant la fonction acide carboxylique, cette fonction peut être caractérisée par une constante d'acidité ou par un pK. Vous avez dû voir au lycée la notion de pK, la notion de constante d'acidité, et on partira du principe que pour ne pas surcharger la mémoire, on partira du principe que pour le COH en alpha, le pK sera toujours aux alentours de 2,0. Donc, on admettra pK pour la fonction acide carboxylique aux alentours de 2,0. Pour la fonction NH2, donc pour la fonction amine, on définira une autre constante d'acidité qu'on note typiquement pKb, et le pKb est classiquement aux alentours de 9,2. Donc encore une fois, on admettra que pour n'importe quel acide alpha-aminé, pour la fonction amine en alpha, on aura un pK associé aux alentours de 9,2. Autre détail intéressant à noter sur la structure générale des acides aminés, le poids moléculaire moyen aux alentours de 110 Dalton.
Donc, j'ai mis cette donnée à titre purement indicatif, sachant qu'elle est variable d'une université à l'autre. Dans certaines facs, on aura un poids moléculaire moyen aux alentours plutôt de 120 Dalton. Dans d'autres, ce sera, pour simplifier, 100 Dalton tout rond. Donc 100 Dalton, vous pouvez partir de l'idée 100 grammes par mol. Dernière petite chose, vous avez ici la formule générale des acides alpha-aminés présentée selon le modèle de la projection de Fischer. Pour la projection de Fischer, je vous renvoie au cours du chimie organique. Et vous voyez que dans cette projection de Fischer, la fonction NH2 est projetée du côté gauche de l'axe carboné. Et on dira à ce moment-là que les acides alpha-aminés appartiennent typiquement à la série L. Donc, je le redis, qu'est-ce que la série L? Eh bien, c'est la série naturelle des acides aminés, les acides aminés que vous trouvez typiquement dans la nature, pour lesquels la fonction amine est projetée du côté gauche de l'axe carboné quand on en fait la représentation de Fischer. Alors, vous aurez sans doute noté que le carbone alpha est asymétrique a priori. Vous constatez qu'il a 1, 2, 3, 4 substituants, tous différents. On verra tout à l'heure le cas particulier pour lequel on a R égale H, la glycine. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Il existe également de nombreux acides aminés qui ne sont pas alpha, c'est-à-dire pour lesquels la fonction NH2 et la fonction COH sont portées par des atomes de carbone qui sont différents. Alors, ces acides aminés non alpha sont plus ou moins développés selon l'université considérée. Donc, on retiendra simplement qu'ils existent et qu'ils peuvent être des neuromodulateurs, comme par exemple la taurine. Donc, la taurine que vous avez représentée ici. Donc, vous voyez ici, justement, la fonction acide n'est pas de type carboxylique. Il s'agit d'une fonction de type acide sulfonique. Donc, je vais le noter sur le document. Donc, une notion sulfonique. Et vous avez classiquement la fonction amine. Vous avez classiquement la fonction amine ici, amine primaire, qui est non pas sur le carbone alpha, mais sur le carbone bêta. Autre exemple de neuromédiateur, le GABA, qu'on appelle également acide gamma-aminobutyrique. Donc là, vous voyez la fonction acide carboxylique et la fonction amine qui sont sur des carbones relativement éloignés. Donc, je n'en dirai pas plus sur les acides aminés non alpha, et nous allons, dans le restant de ce cours, nous concentrer véritablement sur les acides alpha-aminés. Alors, pour ces acides alpha-aminés, quelles sont leurs origines? Eh bien, leur origine est alimentaire. Dites-vous bien que absolument tous les acides aminés peuvent être apportés par l'alimentation. Donc, je vais le repréciser. Tous les acides aminés peuvent être apportés par l'alimentation. Néanmoins, pour certains d'entre eux, l'apport alimentaire va être obligatoire. Pour certains acides aminés, l'apport alimentaire va être obligatoire. On parle d'acides aminés indispensables chez l'homme. C'est ce que l'on appelle également les acides aminés essentiels. Donc, notion d'acide aminé indispensable égale notion d'acide aminé essentiel. Donc, il s'agit en fait des acides aminés que vous ne pouvez pas, que votre organisme ne peut pas synthétiser lui-même. Donc, forcément, apport alimentaire indispensable. Donc, nous préciserons tout à l'heure, au cours de la classification des acides aminés, ceux qui sont essentiels, et bien évidemment, il faudra absolument les connaître par cœur. Vous avez bien évidemment d'autres acides aminés, donc non essentiels, qui peuvent être synthétisés par la cellule. Donc, il faudra bien évidemment bien faire la différence entre ceux-là et ceux qui sont essentiels. Concernant la classification des acides aminés, eh bien, cette classification, comme je l'ai dit tout à l'heure, se fait sur la nature, selon la nature physico-chimique du reste R, donc du radical de la chaîne latérale
des acides aminés. Alors, évidemment, il existe différentes classifications possibles. Donc, je vais vous présenter ici la plus habituelle, mais il faut bien vous dire évidemment que suivant l'université où vous serez, la classification pourra être un petit peu différente. Le contenu, la répartition des acides aminés dans la classification pourra être un petit peu différente. Alors néanmoins, on va toujours distinguer trois grandes classes d'acides aminés. Vous avez les acides aminés apolaires, qu'on qualifie également d'acides aminés hydrophobes. Donc là, c'est un détail important. Vous noterez que pour votre cours, eh bien, apolaire peut être considéré comme égal à hydrophobe, donc qui n'aime pas l'eau. Donc apolaire égale hydrophobe. Alors, faites très attention parce que quand on parle d'un acide aminé qui est apolaire ou qui est hydrophobe, ça ne veut pas dire que c'est l'ensemble de l'acide aminé qui est apolaire ou qui est hydrophobe. C'est totalement impossible, sachant que, nous l'avons vu tout à l'heure, je vais vous le remontrer encore une fois, vous voyez bien que dans la partie commune à tous les acides aminés, vous avez une fonction amine et une fonction acide carboxylique qui sont polaires, donc qui sont évidemment non pas hydrophobes, mais hydrophiles. Donc, quand on parle d'acide aminé apolaire ou d'acide aminé hydrophobe, on parle en fait de la chaîne latérale. Il s'agit de la chaîne latérale. C'est ça qui est apolaire, c'est ça qui est hydrophobe. Cette chose étant dite, donc deuxième classe d'acides aminés, les acides aminés qui sont dits polaires neutres. Qu'est-ce que ça veut dire polaire neutre? Eh bien, ça veut dire évidemment que ces acides aminés ont une chaîne latérale qui est hydrophile, mais cette chaîne latérale ne peut pas s'ioniser au pH de la cellule. Donc, chaîne R, hydrophile, mais chaîne R ne peut pas s'ioniser au pH cellulaire. Donc, on considérera de façon arbitraire, même si ce n'est pas rigoureusement exact, que le pH cellulaire est le pH de la neutralité, autrement dit qu'il s'agit de pH 7. Troisième classe d'acides aminés, il s'agit des acides aminés polaires ionisables. Donc, encore une fois, vous avez la chaîne R qui est hydrophile, mais cette chaîne R va être ionisée, donc chaîne R hydrophile, et ionisée au pH de la cellule. Donc, vous avez la notion d'ion. Cette chaîne latérale va donc porter une charge. Cette charge sera positive ou négative. Alors, nous allons maintenant aborder la classification proprement dite avec, dans un premier temps, les acides alpha-aminés à reste R apolaires, donc les hydrophobes. Vous en avez 9. Alors, retenir qu'il y en a 9 est intéressant. Ça fait partie des questions qui tombent dans pas mal d'universités. Donc, 9 acides aminés à chaîne latérale apolaire, à chaîne latérale hydrophobe. Alors, dans cette classification, vous avez les acides aminés qui sont classés par chaîne latérale de taille croissante, donc du plus petit au plus gros R. Alors, le premier, il s'agit de la glycine. Alors, pour la glycine, vous avez un code à 3 lettres, GLY. Le code à 3 lettres, a priori, est à connaître par cœur. Ça fait partie vraiment des choses extrêmement classiques, à savoir. Il existe également pour les acides aminés un code à une lettre. Donc, le code à une lettre est généralement présenté partout, mais suivant l'université où vous serez, on vous demandera ou non de connaître par cœur ce code, donc je ne vais pas insister plus particulièrement dessus dans ce cours. Vous connaissez déjà le code à 3 lettres, ce sera très bien. Donc, pour la glycine, la structure est représentée ici, et vous avez pour cette structure la chaîne latérale R qui vaut H, R égale H.
Remarque, la glycine est le seul acide aminé qui n'a pas d'atome de carbone asymétrique. Regardez, pour le carbone alpha, vous avez le substituant H présent 2 fois, une fois ici, donc vous n'avez pas 4 substituants différents. La glycine est donc un acide aminé achiral, donc je vais le préciser, achiral. Donc le seul n'a pas de carbone asymétrique. Détail intéressant, c'est l'acide aminé le plus petit possible. R égale H, radical le plus petit possible. L'acide aminé le plus petit possible. Deuxième acide aminé apolaire, l'alanine, donc code à 3 lettres ALA, pour lequel vous avez une chaîne latérale qui est CH3, juste un groupe méthyle. Ensuite, la valine, code à 3 lettres VAL, et vous avez une chaîne latérale, donc CH, CH3 deux fois. On dit que la chaîne latérale est de type isopropyl. Chaîne latérale. Isopropyl. Alors, particularité de la valine, vous voyez que dans le tableau, j'ai inscrit la valine en rouge. Alors pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un acide aminé essentiel. La valine, vous ne pouvez pas la synthétiser vous-même, elle est apportée obligatoirement par l'alimentation. Je vais préciser donc essentiel. Donc essentiel. Vous voyez également sur la structure qui est présentée que vous avez le carbone alpha, ça c'est classique, et vous avez un deuxième carbone, carbone bêta, et vous voyez que ce carbone bêta possède un seul atome d'hydrogène. On dit que vous avez une chaîne latérale bêta substituée. Alors c'est intéressant de le noter parce que les acides aminés à chaîne latérale bêta substituée sont des acides aminés relativement volumineux, sont des acides aminés plutôt encombrants. Donc, je vais le préciser également, chaîne latérale isopropyl, volumineuse. Donc, caractère volumineux est lié à la substitution en bêta. Autre acide aminé hydrophobe, la leucine, code à 3 lettres LE. Donc la leucine en rouge est également un acide aminé essentiel. Encore une fois, apport alimentaire indispensable. Ensuite, l'isoleucine. Donc l'isoleucine, code à 3 lettres ILE, un acide aminé bêta substitué, donc encore une fois quelque chose d'assez encombrant. Vous avez une chaîne latérale qu'on qualifie de chaîne isobutyle. Donc chaîne isobutyle. Concernant l'isoleucine, une particularité pour l'isoleucine, excusez-moi, la chaîne latérale possède un deuxième atome de carbone asymétrique. Regardez, pour le carbone bêta, il possède un substituant H, un substituant CH3, un substituant CH2CH3, et ici, vous avez tout le reste de la chaîne carbonée. Vous avez donc, pour le carbone bêta, 4 substituants tous différents, donc présence de 2 atomes de carbone asymétrique dans l'isoleucine. Un détail à connaître. Toujours dans les acides aminés hydrophobes, vous avez la méthionine, code à 3 lettres MET. Donc vous avez une particularité, cet acide aminé comporte un atome de soufre. Vous avez un acide aminé soufré, on dit qu'il porte une fonction dite thioéther. Cette fonction thioéther, c'est la fonction SCH3. Donc fonction thioéther. SCH3. Donc S comme cela, excusez-moi, voilà, SCH3.
Alors, je ne dirai rien de plus sur la méthionine, donc acide aminé essentiel. Autre acide aminé hydrophobe, très important, la proline. Donc, code à 3 lettres pro, donc celui-là n'est pas essentiel particulièrement. Votre organisme peut le synthétiser lui-même. Particularité de la proline, vous avez une chaîne latérale cyclique et vous avez l'atome d'azote en alpha qui est pris à l'intérieur de la chaîne latérale. Alors ça c'est un point tout à fait important. Vous allez avoir un acide aminé relativement rigide et donc il va donner de la rigidité aux chaînes polypeptidiques. Donc confère de la rigidité aux chaînes polypeptidiques. Donc normalement, on a l'occasion de reparler de cela quand on traite les chaînes peptidiques, les protéines et la conformation des chaînes polypeptidiques. Mais c'est important déjà de le signaler à ce stade. Alors vous voyez également que vous avez non pas une fonction amine primaire, mais pour une fois, vous avez une fonction amine secondaire. Autre acide aminé hydrophobe, la phénylalanine. Donc pour la phénylalanine, vous avez ici la chaîne latérale qui correspond ou qui comporte un noyau aromatique. La phénylalanine est un acide aminé essentiel. Et de par la présence du noyau aromatique, eh bien, vous trouverez que la phénylalanine absorbe dans l'UV à la longueur d'onde de 260 nanomètres. Donc, c'est un détail, encore une fois, à noter. Autre acide aminé hydrophobe, le tryptophane, encore une fois un acide aminé essentiel, avec un code à 3 lettres ERP. Particularité, eh bien, vous avez encore une fois un noyau aromatique ici, donc ce noyau est aromatique, et on l'appelle noyau indole. Il s'agit du plus volumineux des acides aminés, lui aussi absorbe dans l'UV, attention, non pas à 260 nanomètres, mais à une longueur d'onde un peu plus élevée, il absorbe à 280 nanomètres. Alors, nous abordons maintenant le deuxième groupe d'acides aminés, ceux qui sont à chaîne latérale polaire non chargée. Alors, vous avez dans un premier temps la sérine, code à 3 lettres SER. La sérine n'est pas particulièrement un acide aminé essentiel. C'est un acide aminé à fonction alcool. Là, il s'agit d'un détail important à noter. Les acides aminés à fonction alcool sont très particuliers. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. La thréonine, un acide aminé essentiel, donc on peut le repréciser. Vous avez encore une fois une fonction alcool, vous voyez la fonction alcool ici, et vous avez un acide aminé substitué en bêta, donc encore une fois un acide aminé à chaîne latérale assez volumineuse, et vous voyez également qu'il y a un deuxième atome de carbone asymétrique. Le carbone bêta est asymétrique, avec un H, OH, CH3 et tout l'enchaînement CH, NH2, COH. Donc, deux atomes de carbone asymétriques pour la thréonine et un acide aminé, encore une fois, volumineux. Il existe un troisième acide aminé à fonction alcool, il s'agit de la tyrosine, code à 3 lettres tyr. Alors vous voyez que pour la tyrosine, il est écrit en bleu foncé dans le tableau, simplement parce que vous avez un acide aminé ici qui est semi-essentiel. Alors semi-essentiel, ça veut dire que votre organisme peut le synthétiser lui-même, à condition que vous apportiez un précurseur qui est un acide aminé essentiel. Donc le précurseur de la tyrosine, c'est la phénylalanine. Donc il est semi-essentiel, parce que si on apporte de la phénylalanine, il est possible de synthétiser la tyrosine. Donc, je vais le préciser, synthétisable à partir
de la phényle. Alors, vous avez encore une fois un acide aminé à fonction alcool. Vous voyez la fonction alcool ici. Elle est portée par un noyau aromatique. Donc, cette fonction alcool s'appelle fonction phénol. Et encore une fois, vous avez absorption dans l'UV à 280 nanomètres. Il s'agit d'un détail à noter. Pour la tyrosine, vous avez existence d'un nouveau pK, on note pKr. Il s'agit d'une constante d'acidité associée à la chaîne latérale. Donc pKr, une constante d'acidité associée à la chaîne latérale. Ce pKr vaut 10. Effectivement, cela signifie que la fonction phénol est un acide faible. Donc, fonction phénol égale acide faible. Alors, évidemment, puisque vous êtes avec un pK qui vaut 10, eh bien, à pH 7, vous êtes à un pH inférieur au pK, ce qui signifie que la fonction phénol n'est pas déprotonée, la fonction phénol est toujours sous forme OH. Donc ça vous justifie bien que, oui, il y a un pKr, donc il y a une propriété acido-basique au niveau de la chaîne latérale, mais vous n'aurez pas d'ionisation au pH de la cellule. Le pH de la cellule, pH 7 inférieur à pKr, c'est la forme acide sur cette position qui va dominer, et vous aurez donc une fonction OH et non pas O-. Autre acide aminé polaire neutre, l'asparagine, code à 3 lettres ASN. Vous avez ici une fonction amide primaire. Amide. Vous avez au final deux acides aminés à fonction amide, l'asparagine et la glutamine, GLN. Donc la glutamine, en bleu foncé, est un acide aminé semi-essentiel. Il est considéré en tout cas comme, il peut être considéré comme étant semi-essentiel. Alors là encore, hein, je le répète, ça peut dépendre de l'université où vous serez. Moi j'ai pris ce parti. Donc, glutamine, présentée ici. Dernier acide aminé à chaîne latérale polaire neutre, la cystéine, très important. Donc, vous avez ici une chaîne latérale à fonction thiol, SH. Pour cette fonction thiol, vous avez un pKr qui vaut 8. Donc, on aura l'occasion de reparler de la cystéine. La cystéine, c'est le seul acide aminé capable de faire des ponts disulfures dans les protéines. Donc, capable de faire des ponts disulfures. Donc, attention à la cystéine. C'est un acide aminé tout à fait important. Et c'est également un acide aminé soufré, la présence de l'atome de soufre. Dernière classe d'acides aminés, donc les acides alpha-aminés à reste polaire ionisables. Donc, ils sont classés eux-mêmes en deux catégories. Vous avez les acides aminés à chaîne latérale basiques et les acides aminés à chaîne latérale acides. Donc, la lysine est un acide aminé essentiel et elle possède une chaîne latérale basique. Donc, c'est bien précisé ici, chaîne latérale à radicale basique, fonction amine. Le pKr vaut 10,5. Vous avez votre fonction amine ici. Et puisque vous êtes à pH cellulaire inférieur au pKr, eh bien, ça veut dire que c'est la fonction acide conjuguée du couple qui va prédominer. Donc, le NH2 sera dans la cellule sous forme NH3+. Donc, vous allez avoir la chaîne latérale, la chaîne R, qui sera chargée positivement. Donc, R égale NH3+, égale chargé positivement au pH cellulaire.
qui signifie plus largement que, à pH cellulaire, la lysine est globalement chargée positivement. L'arginine que vous avez ici donc, possède une chaîne latérale particulière à fonction dite guanidine. Il s'agit d'un acide aminé basique. La fonction guanidine correspond à la fonction NH, C, double liaison NH, NH2. Donc attention, la fonction guanidine, c'est toute cette partie-là. Ne dites jamais que vous avez une fonction amine dans la chaîne latérale de l'arginine, c'est faux. Vous avez une fonction dite guanidine. Le pKr vaut 12,5. L'arginine est l'acide aminé le plus basique qui soit. Donc, on peut le mettre en commentaire. Acide aminé le plus basique. Et puisqu'il s'agit d'un acide aminé basique, lui aussi sera chargé positivement au pH cellulaire. Donc, chargé positivement au pH cellulaire. Troisième acide aminé à chaîne latérale basique, il s'agit de l'histidine. Donc l'histidine, caractérisée par ce noyau particulier, qui est un noyau dit imidazole. Noyau imidazole, le terme est à connaître. Vous avez un pKr qui vaut 6,5, donc attention, on considérera néanmoins que l'histidine va faire exception par rapport aux autres acides aminés basiques, c'est très important de le noter. On considérera que au pH cellulaire, donc attention, au pH cellulaire, la chaîne latérale de l'histidine est non chargée. Autrement dit, la chaîne latérale est neutre. Donc exception par rapport aux autres acides aminés basiques. Nous arrivons maintenant aux acides aminés à chaîne latérale acide. Vous en avez deux, l'acide aspartique, l'acide glutamique. Dans les deux cas, vous voyez la présence sur la chaîne latérale d'une fonction acide carboxylique. Et on admettra pour simplifier, alors c'est le cas dans de nombreuses universités, on admettra pour simplifier que dans les deux cas, le pK associé à la chaîne latérale, donc à la fonction acide carboxylique que vous avez là, on admettra que ce pK vaut dans les deux cas 4. Donc acide aspartique, acide glutamique. Alors, à pH 7, vous êtes évidemment à un pH supérieur au pKr, ce qui veut dire que c'est la base conjuguée du couple qui va prédominer. Donc, la chaîne latérale sera chargée négativement au pH cellulaire. Chaîne latérale, CO- égale chargée négativement au pH de la cellule. Et évidemment, c'est vrai aussi bien pour l'acide aspartique que pour l'acide glutamique. Donc nous avons fait le tour des fonctions des différentes chaînes latérales, nous avons fait le tour de la classification des acides aminés. Alors évidemment, vous pouvez vous demander si les structures sont à connaître par cœur. Eh bien, je vous répondrai que cela va pas mal dépendre de l'université où vous serez inscrit. Donc ici, a priori, les structures ne sont pas forcément à connaître par cœur, mais en tout cas, il faut savoir, il faut être capable de les reconnaître si on voulait monter. Dans de nombreuses universités, on peut vous montrer un acide aminé et vous demander, sous forme de QCM, d'identifier cet acide aminé. Il faut savoir également que dans de nombreuses universités, pour les étudiants qui veulent faire pharmacie, eh bien pour le SPE Pharma, pour l'UE spécifique pharma, on demande fréquemment aux étudiants de connaître les structures des acides aminés. Donc, a priori, bon, je vous dis, ne les connaissez pas, mais en fait, je pense qu'il est quand même préférable de les connaître, de connaître les structures, de bien savoir les identifier, de bien savoir les reconnaître.
Alors, tout ce que j'ai pu indiquer comme valeur de pKa, valeur de pKb, valeur de pKr, évidemment, tout ça est à connaître par cœur. Hein. Les enseignants à l'université, le jour de l'examen, ne sont pas obligés de vous repréciser les valeurs. Il faut très bien partir du principe que vous êtes censé les connaître et savoir les utiliser. Alors, nous allons dire quelques mots maintenant sur les propriétés physico-chimiques des acides aminés. Alors, on en a déjà parlé un petit peu. Tout d'abord, l'absorption dans l'ultraviolet. Alors, notez s'il vous plaît que tout, absolument tous les acides aminés absorbent dans l'ultraviolet pour une longueur d'onde lambda inférieure à 230 nanomètres. Donc, ils absorbent tous dans l'UV. Attention, cette absorbance est peu spécifique. Cette longueur d'onde d'absorption est peu spécifique, ce qui signifie qu'en fait, d'autres composés biologiques peuvent absorber à la même longueur d'onde. Je vais le préciser. D'autres composés biologiques peuvent absorber à cette longueur d'onde. Donc, par exemple, vous avez un produit que vous ne connaissez pas, hein, vous voyez qu'il absorbe dans l'UV vers, disons, 220 nanomètres, hein, vous ne pourrez pas, à partir de cette donnée, affirmer qu'il s'agit d'un acide aminé. Ça pourrait très bien être aussi autre chose. Particularité des acides aminés aromatiques, à noyau aromatique, nous en avons parlé, phénylalanine, tyrosine, tryptophane. Ils absorbent à des longueurs d'onde 260 nanomètres pour la phénylalanine, 280 nanomètres pour la tyrosine et le tryptophane. Donc cette absorption, cette fois, est plus spécifique. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que quand vous avez un composé d'intérêt biologique qui absorbe vers 280 nanomètres, eh bien, il y a de très bonnes chances pour que ce soit un peptide ou une protéine. Ce peptide ou cette protéine comportant un ou plusieurs acides aminés aromatiques. Quel est l'intérêt de l'absorption dans l'UV? Eh bien, vous pouvez mettre à profit cette propriété pour faire un dosage d'acides aminés en solution ou bien un dosage de peptides ou de protéines en solution par spectrophotométrie dans l'ultraviolet. Donc, on peut le préciser par exemple, dosage par spectrophotométrie en ultraviolet. Quelques mots maintenant sur l'ionisation des acides aminés, les diagrammes de prédominance et les courbes de titrage. Alors, ça, c'est un point de cours qui est tout à fait important pour tout ce qui va concerner par la suite les méthodes d'étude des peptides et des protéines. Donc, ce sont des notions pour la plupart que vous êtes censés avoir vues en terminale et qu'il faut bien maîtriser. Alors, première chose, les acides aminés sont des composés amphotères. Qu'est-ce que c'est qu'un composé amphotère? C'est un composé qui possède simultanément une fonction acide, donc ici c'est un acide carboxylique, et une fonction basique, ici il s'agit d'une fonction amide. Donc amphotère, simultanément acide et basique. Tous les acides aminés sont des composés amphotères. Puisque vous avez des groupes acido-basiques, l'état d'ionisation des acides aminés va dépendre du pH environnant. Donc, suivant que vous serez à pH 7 ou à pH 10 ou à pH 5, eh ben, l'état d'ionisation de votre acide aminé ne sera évidemment pas forcément le même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je le rappelle parce que c'est tout à fait important, le pK associé au COOH en alpha vaut toujours approximativement 2,0. Pour le COOH en alpha, on considérera un couple acido-basique type acide carboxylique, RCOOH, RCO-. Je vous rappelle que RCOOH correspond à la forme acide et que RCO- correspond à la forme basique du couple. Donc acide et basique.
RCO. Ensuite, pour le pK, on peut noter parfois pKb, c'est la dénomination que j'ai choisie, associée au NH2 en alpha. On aura un couple RNH3 plus RNH2. Donc RNH3 plus est la forme acide, RNH2 est la forme basique. Le pK, je l'ai dit tout à l'heure, vaut toujours approximativement 9,2. Donc ici, RNH2, forme basique. Ces choses étant dites, eh bien, on peut tracer un diagramme de prédominance d'espèces en fonction du pH. Et ce diagramme va faire apparaître, nous allons le voir dans un instant, une zone de pH, excusez-moi, je suis allé un petit peu trop vite, une zone de pH en fonction, dans laquelle en tout cas l'espèce zwitterionique, donc ampholyte ou amphotère, de charge globale nulle, prédomine. Donc vous avez dû voir en terminale la notion de zwitterion, c'est ce qu'on appelle également un ion dipolaire. Le zwitterion possède à la fois une charge positive et une charge négative, ce qui va faire que sa charge globale est nulle. Ici, une définition que l'on admettra sans démonstration. On admettra qu'il existe un pH pour lequel la concentration en cet ampholyte, c'est-à-dire la concentration en zwitterion, est nulle et en zwitterion est maximum, excusez-moi, et il s'agira du pH isoélectrique, qu'on note parfois point isoionique et qu'on note pHI, PI. Alors, je le répète, parce que ce n'est pas forcément si évident que ça, on admet que pour n'importe quel acide aminé, il existera un pH pour lequel la concentration en zwitterion de charge globale nulle sera maximum. Donc, ce pH sera appelé pH isoélectrique. On le notera pHI. Comment calculer le pHI de façon simple et rapide? Donc ici, une recette qu'il est bon d'apprendre par cœur, sans se prendre la tête, pour parler trivialement, parce que il faut gagner du temps. Donc dans tous les cas, la valeur du pHI sera donnée par la demi-somme des pK qui bordent l'ampholyte, bordent le zwitterion de charge globale nulle. Alors nous allons voir un exemple de cela. Vous avez ici un diagramme de prédominance d'espèces. Donc, on a choisi ici un acide aminé simple tel que la chaîne R n'est pas ionisable. On a choisi au final un acide aminé à chaîne latérale apolaire. Donc, vous disposez, pour tracer le diagramme de prédominance, vous disposez sur un axe pH croissant les valeurs de pK. Donc, pK égale 2 et pK égale pKb égale 9,2. Quand vous allez dans le sens des pH croissants, vous allez dans le sens de la dissociation, ce que vous avez ici, vous allez dans le sens de la dissociation des acides. Autrement dit, les composés relarguent un ion H+, ils relarguent H3O+. Quand vous allez dans l'autre sens, donc quand vous allez dans le sens des pH décroissants, eh bien, vous allez dans le sens de la protonation. Autrement dit, les molécules captent H+. Si vous vous mettez à un pH inférieur au pK, eh bien, si vous vous mettez à un pH inférieur au pK, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, pour la fonction acide carboxylique, elle sera sous forme COOH. Alors maintenant, si vous êtes par exemple ici à pH 1, bien évidemment vous êtes inférieur à pH 2. Donc, vous êtes inférieur à pK égale 2, le COH est COH. Mais si vous êtes ici à pH 1, ça veut forcément dire que vous êtes aussi inférieur au pKb qui vaut 9,2. Donc, ça veut dire que le NH2 que vous avez ici, le NH2 en alpha, sera protoné, il sera sous forme NH3+. Donc,
quand vous serez à pH inférieur à pK, la forme globalement acide de l'acide aminé sera prédominante. Et vous voyez que globalement, votre acide aminé sera chargé positivement. Maintenant, si vous êtes à un pH plus grand que 2, eh bien, à un pH plus grand que 2, le COOH sera sous forme CO-. Vous aurez prédominance de la base conjuguée du couple RCOH, RCO-. Donc ici, hop, vous serez CO-. Si vous êtes à un pH plus grand que 2, mais plus petit que 9,2, eh bien, dans ces conditions, plus petit que 9,2, vous êtes encore avec la forme NH3+. Et vous voyez que dans cette fourchette de pH, entre pH 9,2 et pH 2, eh bien, vous avez la forme zwitterionique CO-, NH3+, qui prédomine. Donc vous avez ici le domaine de prédominance du zwitterium. On peut calculer le pHi. Le pHi, c'est la demi-somme des pK autour de l'ampholyte, autour du zwitterium. Donc, 1 demi de 2 plus 9,2. Vous avez un pHi qui va être égal à 5,6. Si vous vous mettez à pH égale 5,6, eh bien, cette espèce-là, ce zwitterium, sera l'espèce ultra majoritaire pour votre acide aminé en solution. Si vous vous mettez maintenant à un pH plus grand que 9,2, eh bien évidemment, pH plus grand que 9,2, vous êtes à un pH plus grand que 2, donc le COH reste CO-. Et vous avez maintenant pH plus grand que 9,2, donc pour le couple NH3 plus NH2, c'est la forme base qui va prédominer, donc c'est la forme NH2, la forme base neutre, qui sera prédominante. Et vous aurez un acide aminé globalement chargé négativement, comme vous le voyez ici. pH supérieur à pKv, vous avez la forme base qui prédomine. Donc ici, j'ai pris du temps pour détailler ce diagramme de prédominance. Alors il est clair qu'à un moment, il faut être capable d'intégrer ces résultats très vite et il faut être capable de faire dans sa tête éventuellement ce genre de diagramme très rapidement. Il faut qu'à un moment, ça devienne véritablement un réflexe. Donc, il faudra vous entraîner, dans un premier temps, à tracer les diagrammes de prédominance et à retrouver très vite ces résultats. Alors, pour conclure, nous allons regarder la courbe de dosage qui montre que le pHi correspond au pH à l'équivalence pour un acide aminé apolaire. Donc dans ce document, j'ai juste présenté la courbe de dosage pour un acide aminé apolaire, pour un acide aminé hydrophobe. Donc vous avez les différentes formes notées A, B, C. Donc pour pH égale pHi, c'est la forme zwitterionique qui sera prédominante. Pour pH inférieur au pHi, c'est obligatoirement la forme acide qui sera prédominante, COOH et NH3+. Et pour pH supérieur à pHi, eh bien, c'est la forme basique NH2CO- qui sera prédominante. Alors, on peut retrouver ce résultat facilement sur le diagramme. Vous avez votre point 5,6 qui est ici. Je vois que si je vais de ce côté-là, eh bien, je vais avoir maintenant cette espèce-là qui tendra à augmenter. Donc, j'aurai bien l'acide COHNH3+, qui deviendra prédominant. Et si j'augmente le pH, je vais au-delà de 5,6, eh bien, je vois que je favorise, dans ces conditions, un peu plus cette espèce-là. Donc, j'aurai la forme globalement basique qui deviendra de plus en plus prédominante. Donc, la courbe de dosage. Donc, on considère qu'on part de la forme A, donc de la forme NH3+, COOH. Ici, je peux le noter simplement comme cela. COOH, NH3+.
ici, pour le A. Alors, peut-être pas forcément bien placé. Et donc, je vais ajouter progressivement de la soude, des équivalents de soude, donc des équivalents d'ions OH-. Donc, quand j'aurai ajouté 0,5 équivalent d'ions OH-, j'aurai la forme A égale à la forme B, j'aurai atteint le pK, pH égale pK du couple COOH-COO-. Je serai ici dans ce qu'on appelle un domaine tampon. Et je vois que quand j'aurai rajouté un équivalent de soude, eh bien, j'aurai ma forme B qui sera prédominante et le pH à l'équivalence sera égal au pHI de l'acide aminé. Si je reprends le diagramme de prédominance pour expliquer les choses un petit peu différemment, eh bien, quand je vais faire agir OH- sur la forme A que vous avez ici, eh bien, OH- pourrait réagir avec COOH qui est un acide ou avec NH3+, qui est un acide, mais évidemment, HO- va réagir avec l'acide le plus fort en priorité. Autrement dit, il va réagir avec le COOH, qui est un acide plus fort que NH3+. Pour un COH, le pK vaut 2, donc plus petit que 9,2. Donc, je vais neutraliser en priorité le COH, je vais former CO- et le NH3+ ne bouge pas. Donc, quand j'aurai mis un équivalent de OH-, j'aurai tout transformé ici en CO-. Donc, pH à la première équivalence sera égal au pH. Je peux ensuite ajouter plus de soude. Je peux ensuite ajouter plus de soude. Et donc, eh bien, je vais atteindre dans un premier temps le pKb, donc je serai à ce qu'on appelle une demi-équivalence acido-basique. Donc j'aurai rajouté 1,5 équivalent de soude. Et quand j'aurai ajouté 2 équivalents de soude, eh bien, j'aurai cette fois l'espèce C qui sera prédominante. Donc effectivement, quand j'aurai rajouté un deuxième équivalent de soude, eh bien, mon OH- aura réagi avec la totalité du NH3+ qui est ici, et j'aurai maintenant ma fonction totalement sous forme NH. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cet exemple de présentation. Donc, j'espère que ce cours ou ces quelques mots vous ont intéressé, et que vous aurez pu voir la manière dont nous pouvons travailler à partir d'une plateforme collaborative en ligne, sachant que quand vous êtes sur la plateforme, quand vous travaillez sur la plateforme, vous êtes évidemment toujours en direct avec le professeur. Vous pouvez communiquer avec le professeur à l'écran, donc le professeur peut entendre ce que vous dites, vous pouvez poser des questions, le professeur répond à vos questions, vous pouvez également écrire vous-même sur l'écran, vous pouvez ajouter des documents. C'est véritablement une plateforme très interactive qui fonctionne très bien. Donc, comme je le disais, j'espère que ces quelques mots vous auront convaincu et intéressé. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée, et j'espère à bientôt.